Mes curiosités, jalouses de ce qu'avait pu faire Albertine, étaient infinies. J'achetai combien de femmes qui ne m'apprirent rien. Si ces curiosités étaient si vivaces, c'est que l'être ne meurt pas tout de suite pour nous. Il reste baigné d'une espèce d'aura de vie qui n'a rien d'une immortalité véritable, mais qui fait qu'il continue à occuper nos pensées de la même manière que quand il vivait. Il est comme en voyage. C'est une survie très païenne. Inversement, quand on a cessé d'aimer, les curiosités que l'être excite meurent avant que lui-même soit mort. Ainsi je n'eusse plus fait un pas pour savoir avec qui Gilberte se promenait un certain soir dans les Champs-Élysées. Or, je sentais bien que ces curiosités étaient pareilles, sans valeur en elles-mêmes, sans possibilité de durer, mais je continuais à tout sacrifier à la cruelle satisfaction de ces curiosités passagères, bien que je susse d'avance que ma séparation forcée d'avec Albertine, du fait de sa mort, me conduirait à la même indifférence qu'avait fait ma séparation volontaire d'avec Gilberte. Si elle avait pu savoir ce qui allait arriver, elle serait restée auprès de moi. Mais cela revenait à dire qu'une fois qu'elle se fût vue morte, elle eût mieux aimé auprès de moi rester en vie. Par la contradiction même qu'elle impliquait, une telle supposition était absurde. Mais cela n'était pas inoffensif, car en imaginant combien Albertine, si elle pouvait savoir, si elle pouvait rétrospectivement comprendre, serait heureuse de revenir auprès de moi, je l'y voyais. Je voulais l'embrasser. Et hélas, c'était impossible. Elle ne reviendrait jamais. Elle était morte. Mon imagination la cherchait dans le ciel, par les soirs où nous l'avions regardée encore ensemble. Au-delà de ce clair de lune qu'elle aimait, je tâchais de hisser jusqu'à elle ma tendresse pour qu'elle lui fût une consolation de ne plus vivre, et cet amour pour un être devenu si lointain était comme une religion. Mes pensées montaient vers elle comme des prières. Le désir est bien fort, il engendre la croyance. J'avais cru qu'Albertine ne partirait pas parce que je le désirais. Parce que je le désirais, je crus qu'elle n'était pas morte. Je me mis à lire des livres sur les tables tournantes. Je commençai à croire possible l'immortalité de l'âme. Mais elle ne me suffisait pas. Il fallait qu'après ma mort, je la retrouvasse avec son corps, comme si l'éternité ressemblait à la vie. Que dis-je, à la vie? J'étais plus exigeant encore. J'aurais voulu ne pas être à tout jamais privé par la mort des plaisirs que pourtant elle n'est pas seule à nous ôter, car sans elle, ils auraient fini par s'émousser, ils avaient déjà commencé de l'être par l'action de l'habitude ancienne des nouvelles curiosités. Puis, dans la vie, Albertine, même physiquement, eut peu à peu changé. Jour après jour, je me serais adapté à ce changement. Mais mon souvenir, n'évoquant d'elle que des moments, demandait de la revoir telle qu'elle n'aurait déjà plus été si elle avait vécu. Ce qu'il voulait, c'était un miracle qui satisfît aux limites naturelles et arbitraires de la mémoire, qui ne peut sortir du passé. Avec la naïveté des théologiens antiques, je l'imaginais m'accordant les explications, non pas même qu'elle eût pu me donner, mais par une contradiction dernière, celle qu'elle m'avait toujours refusée pendant sa vie. Et ainsi, sa mort étant une espèce de rêve, mon amour lui semblerait un bonheur inespéré. Je ne retenais de la mort que la commodité et l'optimisme d'un dénouement qui simplifie, qui arrange tout. Quelquefois ce n'était pas si loin, ce n'était pas dans un autre monde que j'imaginais notre réunion. De même qu'autrefois, quand je ne connaissais Gilberte que pour jouer avec elle aux Champs-Élysées, le soir à la maison, je me figurais que j'allais recevoir une lettre d'elle où elle m'avouerait son amour, qu'elle allait entrer, une même force de désir, ne s'embarrassant pas plus des lois physiques qui le contrariaient que la première fois au sujet de Gilberte, où en somme ils n'avaient pas eu tort puisqu'ils avaient eu le dernier mot, me faisait penser maintenant que j'allais recevoir un mot d'Albertine, m'apprenant qu'elle avait bien eu un accident de cheval, mais que,
pour des raisons romanesques, et comme en somme il est quelquefois arrivé pour des personnages qu'on a cru longtemps morts, elle n'avait pas voulu que j'apprisse qu'elle avait guéri, et, maintenant repentante, demandait à venir vivre pour toujours avec moi. Et, me faisant très bien comprendre ce que peuvent être certaines folies douces de personnes qui par ailleurs semblent raisonnables, je sentais coexister en moi la certitude qu'elle était morte et l'espoir incessant de la voir entrer. Je n'avais pas encore reçu de nouvelles d'Aimée, qui pourtant devait être arrivée à Balbec. Sans doute, mon enquête portait sur un point secondaire et bien arbitrairement choisi. Si la vie d'Albertine avait été vraiment coupable, elle avait dû contenir bien des choses autrement importantes auxquelles le hasard ne m'avait permis de toucher, comme il l'avait fait pour cette conversation sur le peignoir, grâce à la rougeur d'Albertine. C'était tout à fait arbitrairement que j'avais fait un sort à cette journée-là, que plusieurs années après je tâchais de reconstituer. Si Albertine avait aimé les femmes, il y avait des milliers d'autres journées de sa vie dont je ne connaissais pas l'emploi et qui pouvaient être aussi intéressantes pour moi à connaître. J'aurais pu envoyer Aimée dans bien d'autres endroits de Balbec, dans bien d'autres villes que Balbec. Mais précisément ces journées-là, parce que je n'en savais pas l'emploi, elles ne se représentaient pas à mon imagination. Elles n'avaient pas d'existence. Les choses, les êtres, ne commençaient à exister pour moi que quand ils prenaient dans mon imagination une existence individuelle. S'il y en avait des milliers d'autres pareils, ils devenaient pour moi représentatifs du reste. Si j'avais le désir depuis longtemps de savoir, en fait de soupçon à l'égard d'Albertine, ce qu'il en était pour la douche, c'est de la même manière que, en fait de désir de femme, et quoique je susse qu'il y avait un grand nombre de jeunes filles et de femmes de chambre qui pouvaient les valoir et dont le hasard aurait tout aussi bien pu me faire entendre parler, je voulais connaître, puisque c'était celle-là dont Saint-Loup m'avait parlé, celle-là qui existait individuellement pour moi, la jeune fille qui allait dans les maisons de passe et la femme de chambre de Madame Putbus. Les difficultés que ma santé, mon indécision, ma procrastination, comme disait Saint-Loup, mettaient à réaliser n'importe quoi, m'avaient fait remettre de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, l'éclaircissement de certains soupçons, comme l'accomplissement de certains désirs. Mais je les gardais dans ma mémoire, en me promettant de ne pas oublier d'en connaître la réalité, parce que seul il m'obsédait, puisque les autres n'avaient pas de forme à mes yeux, n'existaient pas, et aussi parce que le hasard même qui les avait choisis au milieu de la réalité m'était un garant que c'était bien en eux, avec un peu de réalité, de la vie véritable et convoitée, que j'entrerais en contact. Et puis, sur un seul petit fait, s'il est certain, ne peut-on, comme le savant qui expérimente, dégager la vérité pour tous les ordres de faits semblables? Un seul petit fait, s'il est bien choisi, ne suffit-il pas à l'expérimentateur pour décider d'une loi générale qui fera connaître la vérité sur des milliers de faits analogues? Albertine avait beau n'exister dans ma mémoire qu'à l'état où elle m'était successivement apparue au cours de sa vie, c'est-à-dire subdivisée suivant une série de fractions de temps, ma pensée, rétablissant en elle l'unité, en refaisait un être. Et c'est sur cet être que je voulais porter un jugement général, savoir si elle m'avait menti, si elle aimait les femmes, si c'est pour en fréquenter librement qu'elle m'avait quitté. Ce que dirait la doucheuse pourrait peut-être trancher à jamais mes doutes sur les mœurs d'Albertine. Mes doutes. Hélas. J'avais cru qu'il me serait indifférent, même agréable de ne plus voir Albertine, jusqu'à ce que son départ m'eût révélé mon erreur. De même, sa mort m'avait appris combien je me trompais en croyant souhaiter quelquefois sa mort et supposer qu'elle serait ma délivrance. Ce fut de même que, quand je reçus la lettre d'Aimée, je compris que, si je n'avais pas jusque-là souffert trop cruellement de mes doutes sur la vertu d'Albertine, c'est qu'en réalité ce n'étaient nullement des doutes. Mon bonheur, ma vie, avaient besoin qu'Albertine fût vertueuse. Ils avaient posé une fois pour toutes qu'elle l'était. Muni de cette croyance préservatrice, je pouvais sans danger laisser mon esprit jouer tristement avec des suppositions auxquelles il donnait une forme, mais n'ajoutait pas foi. Je me disais, elle aime peut-être les femmes, comme on se dit,
Je peux mourir ce soir, on se le dit, mais on ne le croit pas. On fait des projets pour le lendemain. C'est ce qui explique que, me croyant à tort incertain si Albertine aimait ou non les femmes, et par conséquent qu'un fait coupable à l'actif d'Albertine ne m'apporterait rien que je n'eusse souvent envisagé, j'ai pu éprouver devant les images, insignifiantes pour d'autres que m'évoquait la lettre d'Aimée, une souffrance inattendue, la plus cruelle que j'eusse ressentie encore, et qui forma avec ces images, avec l'image hélas d'Albertine elle-même, une sorte de précipité, comme on dit en chimie, où tout était indivisible et dont le texte de la lettre d'Aimée, que je sépare d'une façon toute conventionnelle, ne peut donner aucunement l'idée, puisque chacun des mots qui la composent était aussitôt transformé, coloré à jamais par la souffrance qu'il venait d'exciter. Monsieur. Monsieur voudra bien me pardonner si je n'ai pas plutôt écrit à monsieur. La personne que monsieur m'avait chargé de voir s'était absentée pour 2 jours et, désireux de répondre à la confiance que monsieur avait mise en moi, je ne voulais pas revenir les mains vides. Je viens de causer enfin avec cette personne qui se rappelle très bien mademoiselle A. Aimé, qui avait un certain commencement de culture, voulait mettre mademoiselle A en italique ou entre guillemets. Mais quand il voulait mettre des guillemets, il traçait une parenthèse, et quand il voulait mettre quelque chose entre parenthèses, il le mettait entre guillemets. C'est ainsi que Françoise disait que quelqu'un restait dans ma rue pour dire qu'il y demeurait, et qu'on pouvait demeurer 2 minutes pour rester. Les fautes des gens du peuple consistant seulement très souvent à interchanger, comme a fait d'ailleurs la langue française, des termes qui, au cours des siècles, ont pris réciproquement la place l'un de l'autre. D'après elle, la chose que supposait monsieur est absolument certaine. D'abord, c'était elle qui soignait mademoiselle A chaque fois que celle-ci venait au bain. Mademoiselle A venait très souvent prendre sa douche avec une grande femme plus âgée qu'elle, toujours habillée en gris, et que la doucheuse, sans savoir son nom, connaissait pour l'avoir vue souvent rechercher des jeunes filles. Mais elle ne faisait plus attention aux autres depuis qu'elle connaissait mademoiselle A. Elle et mademoiselle A s'enfermaient toujours dans la cabine, restaient très longtemps, et la dame en gris donnait au moins 10 francs de pourboire à la personne avec qui j'ai causé. Comme m'a dit cette personne, vous pensez bien que si elle n'avait fait qu'enfiler des perles, elle ne m'aurait pas donné 10 francs de pourboire. Mademoiselle A venait aussi quelquefois avec une femme très noire de peau qui avait un face à main. Mais mademoiselle A venait le plus souvent avec des jeunes filles plus jeunes qu'elle, surtout une, très rousse. Sauf la dame en gris, les personnes que mademoiselle A avait l'habitude d'amener n'étaient pas de Balbec et devaient même souvent venir d'assez loin. Elles n'entraient jamais ensemble, mais mademoiselle A entrait en disant de laisser la porte de la cabine ouverte, qu'elle attendait une amie, et la personne avec qui j'ai parlé savait ce que cela voulait dire. Cette personne n'a pu me donner d'autres détails, ne se rappelant pas très bien ce qu'il est facile à comprendre après si longtemps. Du reste, cette personne ne cherchait pas à savoir parce qu'elle est très discrète et que c'était son intérêt, car mademoiselle A lui faisait gagner gros. Elle a été très sincèrement touchée d'apprendre qu'elle était morte. Il est vrai que si jeune, c'est un grand malheur pour elle et pour les siens. J'attends les ordres de monsieur pour savoir si je peux quitter Balbec ou je ne crois pas que j'apprendrai rien davantage. Je remercie encore monsieur du petit voyage que monsieur m'a ainsi procuré et qui m'a été très agréable, d'autant plus que le temps est on ne peut plus favorable. La saison s'annonce bien pour cette année. On espère que monsieur viendra faire cet été une petite apparition. Je ne vois plus rien d'intéressant à dire à monsieur, etc. Pour comprendre à quelle profondeur ces mots entraient en moi, il faut se rappeler que les questions que je me posais à l'égard d'Albertine n'étaient pas des questions accessoires, indifférentes, des questions de détail, les seules en réalité que nous nous posions à l'égard de tous les êtres qui ne sont pas nous, ce qui nous permet de cheminer revêtus d'une pensée imperméable au milieu de la souffrance, du mensonge, du vice et de la mort. Non. Pour Albertine, c'étaient des questions d'essence. En son fond, qu'était-elle? À quoi pensait-elle? Qu'aimait-elle? Me mentait-elle? Ma vie avec elle avait-elle été aussi lamentable que celle de Swann avec Odette? Aussi ce qu'atteignait la réponse d'Aimée,
bien qu'elle ne fût pas une réponse générale, mais particulière, et justement à cause de cela, c'était bien en Albertine, en moi, les profondeurs. Enfin, je voyais devant moi, dans cette arrivée d'Albertine à la douche par la petite rue avec la dame en gris, un fragment de ce passé qui ne me semblait pas moins mystérieux, moins effroyable que je ne le redoutais quand je l'imaginais enfermé dans le souvenir, dans le regard d'Albertine. Sans doute, tout autre que moi eût pu trouver insignifiants ces détails auxquels l'impossibilité où j'étais, maintenant qu'Albertine était morte, de les faire réfuter par elle, conférait l'équivalent d'une sorte de probabilité. Il est même probable que, pour Albertine, même s'ils avaient été vrais, ses propres fautes, si elle les avait avouées, que sa conscience les eût trouvées innocentes ou blâmables, que sa sensualité les eût trouvées délicieuses ou assez fades, eussent été dépourvues de cette inexprimable impression d'horreur dont je ne les séparais pas. Moi-même, à l'aide de mon amour des femmes, et quoiqu'elles ne dussent pas avoir été pour Albertine la même chose, je pouvais un peu imaginer ce qu'elle éprouvait. Et certes, c'était déjà un commencement de souffrance que de me la représenter désirant comme j'avais si souvent désiré, me mentant comme je lui avais fait si souvent, comme je lui avais si souvent menti, préoccupé par telle ou telle jeune fille, faisant des frais pour elle, comme moi pour mademoiselle de Stermaria, pour tant d'autres, ou pour les paysannes que je rencontrais dans la campagne. Oui, tous mes désirs m'aidaient à comprendre, dans une certaine mesure, les siens. C'était déjà une grande souffrance où tous les désirs, plus ils avaient été vifs, étaient changés en tourments d'autant plus cruels. Comme si, dans cette algèbre de la sensibilité, ils reparaissaient avec le même coefficient, mais avec le signe moins au lieu du signe plus. Pour Albertine, autant que je pouvais en juger par moi-même, ses fautes, quelque volonté qu'elle eût eue de me les cacher, ce qui me faisait supposer qu'elle se jugeait coupable ou avait peur de me chagriner, ses fautes, parce qu'elle les avait préparées à sa guise dans la claire lumière de l'imagination où se joue le désir, lui paraissaient tout de même des choses de même nature que le reste de la vie, des plaisirs pour elle qu'elle n'avait pas eu le courage de se refuser, des peines pour moi qu'elle avait cherché à éviter de me faire en me les cachant, mais des plaisirs et des peines qui pouvaient figurer au milieu des autres plaisirs et peines de la vie. Mais moi, c'est du dehors, sans que je fusse prévenu, sans que je pusse moi-même les élaborer. C'est de la lettre d'Aimé que m'étaient venues les images d'Albertine arrivant à la douche et préparant son pourboire. Sans doute c'est parce que, dans cette arrivée silencieuse et délibérée d'Albertine avec la femme en gris, je lisais le rendez-vous qu'elles avaient pris, cette convention de venir faire l'amour dans un cabinet de douche qui impliquait une expérience de la corruption, l'organisation bien dissimulée de toute une double existence. C'est parce que ces images m'apportaient la terrible nouvelle de la culpabilité d'Albertine qu'elle m'avait immédiatement causé une douleur physique dont elle ne se séparerait plus. Mais aussitôt la douleur avait réagi sur elle. Un fait objectif, tel qu'une image, est différent selon l'état intérieur avec lequel on l'aborde. Et la douleur est un aussi puissant modificateur de la réalité qu'est l'ivresse. Combinée avec ces images, la souffrance en avait fait aussitôt quelque chose d'absolument différent de ce que peuvent être, pour toute autre personne, une dame en gris, un pourboire, une douche, la rue où avait lieu l'arrivée délibérée d'Albertine avec la dame en gris. Toutes ces images, échappées sur une vie de mensonges et de fautes telles que je ne l'avais jamais conçue, ma souffrance les avait immédiatement altérées en leur matière même. Je ne les voyais pas dans la lumière qui éclaire les spectacles de la terre, c'était le fragment d'un autre monde, d'une planète inconnue et maudite, une vue de l'enfer. L'enfer, c'était tout ce Balbec, tous ces pays avoisinants d'où, d'après la lettre d'Aimé, elle faisait venir souvent les filles plus jeunes qu'elle amenait à la douche. Ce mystère que j'avais jadis imaginé dans le pays de Balbec et qui s'y était dissipé quand j'y avais vécu, que j'avais ensuite espéré ressaisir en connaissant Albertine parce que quand je la voyais passer sur la plage, quand j'étais assez fou pour désirer qu'elle ne fût pas vertueuse, je pensais qu'elle devait l'incarner. Comme maintenant tout ce qui touchait à Balbec s'en imprégnait affreusement, les noms de ces stations Toutainville, Évreville, Incarville, devenus si familiers, si tranquillisants quand je les entendais le soir en revenant de chez les Verdurin, maintenant que je pensais qu'Albertine avait habité l'une, s'était promenée jusqu'à l'autre, avait pu souvent aller à bicyclette à la troisième, excitait en moi une anxiété plus cruelle que la première fois où je les voyais avec tant de troubles avant d'arriver à Balbec que je ne connaissais pas encore.
C'est un des pouvoirs de la jalousie de nous découvrir combien la réalité des faits extérieurs et les sentiments de l'âme sont quelque chose d'inconnu qui prête à 1000 suppositions. Nous croyons savoir exactement ce que sont les choses et ce que pensent les gens pour la simple raison que nous ne nous en soucions pas. Mais dès que nous avons le désir de savoir, comme a le jaloux, alors c'est un vertigineux kaléidoscope où nous ne distinguons plus rien. Albertine m'avait-elle trompé? Avec qui? Dans quelle maison? Quel jour? Celui où elle m'avait dit telle chose? Où je me rappelais que j'avais dans la journée dit ceci ou cela? Je n'en savais rien. Je ne savais pas davantage quels étaient ses sentiments pour moi, s'ils étaient inspirés par l'intérêt, par la tendresse. Et tout d'un coup, je me rappelais tel incident insignifiant, par exemple, qu'Albertine avait voulu aller à Saint-Martin-le-Vêtu, disant que ce nom l'intéressait, et peut-être simplement parce qu'elle avait fait la connaissance de quelques paysannes qui étaient là-bas. Mais ce n'était rien qu'Aimé m'eût appris tout cela par la doucheuse, puisqu'Albertine devait éternellement ignorer qu'il me l'avait appris, le besoin de savoir ayant toujours été surpassé dans mon amour pour Albertine par le besoin de lui montrer que je savais. Car cela faisait tomber entre nous la séparation d'illusions différentes, tout en n'ayant jamais eu pour résultat de me faire aimer d'elle davantage. Au contraire. Or, voici que, depuis qu'elle était morte, le second de ses besoins était amalgamé à l'effet du premier. Je tâchais de me représenter l'entretien où je lui aurais fait part de ce que j'avais appris, aussi vivement que l'entretien où je lui aurais demandé ce que je ne savais pas, c'est-à-dire la voir près de moi, l'entendre me répondant avec bonté, voir ses joues redevenir grosses, ses yeux perdre leur malice et prendre de la tristesse, c'est-à-dire l'aimer encore et oublier la fureur de ma jalousie dans le désespoir de mon isolement. Le douloureux mystère de cette impossibilité de jamais lui faire savoir ce que j'avais appris et d'établir nos rapports sur la vérité de ce que je venais seulement de découvrir, et que je n'avais peut-être pu découvrir que parce qu'elle était morte, substituait sa tristesse au mystère plus douloureux de sa conduite. Quoi? Avoir tant désiré qu'Albertine sût que j'avais appris l'histoire de la salle de douche, Albertine qui n'était plus rien. C'était là encore une des conséquences de cette impossibilité où nous sommes, quand nous avons à raisonner sur la mort, de nous représenter autre chose que la vie. Albertine n'était plus rien. Mais pour moi, c'était la personne qui m'avait caché qu'elle eut des rendez-vous avec des femmes à Balbec, qui s'imaginait avoir réussi à me le faire ignorer. Quand nous raisonnons sur ce qui se passera après notre propre mort, n'est-ce pas encore nous vivants que par erreur nous projetons à ce moment-là? Et est-il beaucoup plus ridicule, en somme, de regretter qu'une femme qui n'est plus rien ignore que nous ayons appris ce qu'elle faisait il y a 6 ans, que de désirer que, de nous-mêmes qui serons morts, le public parle encore avec faveur dans un siècle? S'il y a plus de fondement réel dans le second cas que dans le premier, les regrets de ma jalousie rétrospective n'en procédaient pas moins de la même erreur d'optique que, chez les autres hommes, le désir de la gloire posthume. Pourtant, cette impression de ce qu'il y avait de solennellement définitif dans ma séparation d'avec Albertine, si elle s'était substituée un moment à l'idée de ses fautes, ne faisait qu'aggraver celles-ci en leur conférant un caractère irrémédiable. Je me voyais perdu dans la vie, comme sur une plage illimitée où j'étais seul et où, dans quelque sens que j'allasse, je ne la rencontrerai jamais. Heureusement, je trouvais fort à propos dans ma mémoire, comme il y a toujours toute espèce de choses, les unes dangereuses, les autres salutaires, dans ce fouillis où les souvenirs ne s'éclairent pas, je découvris, comme un ouvrier l'objet qui pourra servir à ce qu'il veut faire, une parole de ma grand-mère. Elle m'avait dit, à propos d'une histoire invraisemblable que la doucheuse avait racontée à Madame de Villeparisis, c'est une femme qui doit avoir la maladie du mensonge. Ce souvenir me fut d'un grand secours. Quel portée pouvait avoir ce qu'avait dit la doucheuse à Aimé? D'autant plus qu'en somme, elle n'avait rien vu. On peut venir prendre des douches avec des amis sans penser à mal pour cela.
Peut-être pour se vanter, la doucheuse exagérait-elle le pourboire. J'avais bien entendu Françoise soutenir une fois que ma tante Léonie avait dit devant elle qu'elle avait 1 million à manger par mois, ce qui était de la folie. Une autre fois, qu'elle avait vu ma tante Léonie donner à Eulalie 4 billets de 1 000 francs, alors qu'un billet de 500 francs plié en 4 me paraissait déjà peu vraisemblable. Et ainsi je cherchais, et je réussis peu à peu à me défaire de la douloureuse certitude que je m'étais donné tant de mal à acquérir. Ballotté que j'étais toujours entre le désir de savoir et la peur de souffrir. Alors ma tendresse put renaître. Mais aussitôt, avec cette tendresse, une tristesse d'être séparé d'Albertine, durant laquelle j'étais peut-être encore plus malheureux qu'aux heures récentes où c'était par la jalousie que j'étais torturé. Mais cette dernière renaquit soudain en pensant à Balbec, à cause de l'image soudain revue, et qui jusque-là ne m'avait jamais fait souffrir, et me paraissait même une des plus inoffensives de ma mémoire, de la salle à manger de Balbec le soir, avec de l'autre côté du vitrage toute cette population entassée dans l'ombre comme devant le vitrage lumineux d'un aquarium, en faisant se frôler, je n'y avais jamais pensé, dans sa conglomération, les pêcheuses et les filles du peuple contre les petites bourgeoises jalouses de ce luxe nouveau à Balbec, ce luxe que, sinon la fortune, du moins l'avarice et la tradition interdisaient à leurs parents, petites bourgeoises parmi lesquelles il y avait sûrement presque chaque soir Albertine, que je ne connaissais pas encore et qui, sans doute, levait là quelques fillettes qu'elle rejoignait quelques minutes plus tard dans la nuit, sur le sable ou bien dans une cabine abandonnée au pied de la falaise. Puis c'était ma tristesse qui renaissait. Je venais d'entendre, comme une condamnation à l'exil, le bruit de l'ascenseur qui, au lieu de s'arrêter à mon étage, montait au-dessus. Pourtant la seule personne dont j'eusse pu souhaiter la visite ne viendrait plus jamais. Elle était morte. Et malgré cela, quand l'ascenseur s'arrêtait à mon étage, mon cœur battait. Un instant, je me disais, si tout de même cela n'était qu'un rêve. C'est peut-être elle. Elle va sonner, elle revient. Françoise va entrer me dire avec plus d'effroi que de colère, car elle est plus superstitieuse encore que vindicative et craindrait moins la vivante que ce qu'elle croira peut-être un revenant. Monsieur ne devinera jamais qui est là. J'essayais de ne penser à rien, de prendre un journal, mais la lecture m'était insupportable de ces articles écrits par des gens qui n'éprouvent pas de réelle douleur. D'une chanson insignifiante, l'un disait « C'est à pleurer », tandis que moi je l'aurais écouté avec tant d'allégresse si Albertine avait vécu. Un autre, grand écrivain cependant, parce qu'il avait été acclamé à sa descente d'un train, disait qu'il avait reçu là des témoignages inoubliables, alors que moi, si maintenant je les avais reçus, je n'y aurais même pas pensé un instant. Et un troisième assurait que, sans la fâcheuse politique, la vie de Paris serait tout à fait délicieuse, alors que je savais bien que même sans politique, cette vie ne pouvait m'être qu'atroce, et m'eût semblé délicieuse, même avec la politique, si j'eusse retrouvé Albertine. Le chroniqueur synégétique disait, on était au mois de mai, « Cette époque est vraiment douloureuse, disons mieux sinistre pour le vrai chasseur, car il n'y a rien, absolument rien à tirer. » Et le chroniqueur du salon, « Devant cette manière d'organiser une exposition, on se sent pris d'un immense découragement, d'une tristesse infinie. » Si la force de ce que je sentais me faisait paraître mensongères et pâles les expressions de ceux qui n'avaient pas de vrai bonheur ou malheur, en revanche, les lignes les plus insignifiantes qui, de si loin que ce fût, pouvaient se rattacher ou à la Normandie, ou à la Touraine, ou aux établissements hydrothérapiques, ou à la Berma, ou à la princesse de Guermantes, ou à l'amour, ou à l'absence, ou à l'infidélité, remettaient brusquement devant moi, sans que j'eusse eu le temps de me détourner, l'image d'Albertine, et je me remettais à pleurer. D'ailleurs, d'habitude, ces journaux, je ne pouvais même pas les lire, car le simple geste d'en ouvrir un me rappelait à la fois que j'en accomplissais de semblables quand Albertine vivait et qu'elle ne vivait plus. Je les laissais retomber sans avoir la force de les déplier jusqu'au bout. Chaque impression évoquait une impression identique, mais blessée, parce qu'en avait été retranchée l'existence d'Albertine, de sorte que je n'avais jamais le courage de vivre jusqu'au bout ces minutes mutilées. Même quand, peu à peu, Albertine cessa d'être présente à ma pensée et toute puissante sur mon cœur,
Je souffrais tout d'un coup s'il me fallait, comme au temps où elle était là, entrer dans sa chambre, chercher de la lumière, m'asseoir près du piano là. Divisée en petits dieux familiers, elle habita longtemps la flamme de la bougie, le bouton de la porte, le dossier d'une chaise et d'autres domaines plus immatériels, comme une nuit d'insomnie ou les mois que me donnait la première visite d'une femme qui m'avait plu. Malgré cela, le peu de phrases que mes yeux lisaient dans une journée ou que ma pensée se rappelait avoir lues excitait souvent en moi une jalousie cruelle. Pour cela, elles avaient moins besoin de me fournir un argument valable de l'immoralité des femmes que de me rendre une impression ancienne liée à l'existence d'Albertine. Transporté alors dans un moment oublié dont l'habitude d'y penser n'avait pas pour moi émoussé la force et où Albertine vivait encore, ses fautes prenaient quelque chose de plus voisin, de plus angoissant, de plus atroce. Alors je me redemandais s'il était certain que les révélations de la doucheuse fussent fausses. Une bonne manière de savoir la vérité serait d'envoyer Aimée en Touraine, passer quelques jours dans le voisinage de la villa de Madame Bontemps. Si Albertine aimait les plaisirs qu'une femme prend avec les femmes, si c'est pour n'être pas plus longtemps privée d'eux qu'elle m'avait quitté, elle avait dû, aussitôt libre, essayer de s'y livrer et y réussir dans un pays qu'elle connaissait et où elle n'aurait pas choisi de se retirer si elle n'avait pas pensé y trouver plus de facilité que chez moi. Sans doute il n'y avait rien d'extraordinaire à ce que la mort d'Albertine eût si peu changé mes préoccupations. Quand notre maîtresse est vivante, une grande partie des pensées qui forment ce que nous appelons notre amour nous viennent pendant les heures où elle n'est pas à côté de nous. Ainsi l'on prend l'habitude d'avoir pour objet de sa rêverie un être absent, et qui, même s'il ne le reste que quelques heures pendant ces heures-là, n'est qu'un souvenir. Aussi la mort ne change-t-elle pas grand-chose? Quand Aimée revint, je lui demandai de partir pour Châtellerault, et ainsi, non seulement par mes pensées, mes tristesses, les mois que me donnait un nom relié de si loin que ce fût à un certain être, mais encore par toutes mes actions, par les enquêtes auxquelles je procédais, par l'emploi que je faisais de mon argent tout entier destiné à connaître les actions d'Albertine, je peux dire que toute cette année-là, ma vie resta remplie par un amour, par une véritable liaison. Et celle qui en était l'objet était une morte. On dit quelquefois qu'il peut substituer quelque chose d'un être après sa mort si cet être était un artiste et mettait un peu de soi dans son œuvre. C'est peut-être de la même manière qu'une sorte de bouture prélevée sur un être et greffée au cœur d'un autre continue à y poursuivre sa vie, même quand l'être d'où elle avait été détachée a péri. Aimée alla loger à côté de la villa de Madame Bontemps. Il fit la connaissance d'une femme de chambre, d'un loueur de voitures chez qui Albertine allait souvent en prendre une pour la journée. Ces gens n'avaient rien remarqué. Dans une seconde lettre, Aimée me disait avoir appris d'une petite blanchisseuse de la ville qu'Albertine avait une manière particulière de lui serrer le bras quand celle-ci lui rapportait le linge. Mais, disait-elle, cette demoiselle ne lui avait jamais fait autre chose. J'envoyais à Aimée l'argent qui payait son voyage, qui payait le mal qu'il venait de me faire par sa lettre, et cependant je m'efforçais de le guérir en me disant que c'était là une familiarité qui ne prouvait aucun désir vicieux quand je reçus un télégramme d'Aimée, et appris les choses les plus intéressantes et plein de nouvelles pour prouver l'être suit. Le lendemain vint une lettre dont l'enveloppe suffit à me faire frémir. J'avais reconnu qu'elle était d'Aimée, car chaque personne, même la plus humble, a, sous sa dépendance, ces petits êtres familiers, à la fois vivants et couchés dans une espèce d'engourdissement sur le papier, les caractères de son écriture que lui seul possède. D'abord, la blanchisseuse n'a rien voulu me dire. Elle assurait que Madame Albertine n'avait jamais fait que lui pincer le bras. Mais pour la faire parler, je l'ai emmenée dîner, je l'ai fait boire. Alors elle m'a raconté que Mademoiselle Albertine l'a rencontrée souvent au bord de la Loire quand elle allait se baigner, que Mademoiselle Albertine, qui avait l'habitude de se lever de grand matin pour aller se baigner, avait l'habitude de la retrouver au bord de l'eau, à un endroit où les arbres sont si épais que personne ne peut vous voir. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui peut vous voir à cette heure-là. Puis,
La blanchisseuse amenait ses petites amies et elles se baignaient. Et après, comme il faisait très chaud déjà là-bas et que ça tapait dur même sous les arbres, elles restaient dans l'herbe à se sécher, à jouer, à se caresser. Et la petite blanchisseuse m'a avoué qu'elle aimait beaucoup à s'amuser avec ses petites amies, et que voyant mademoiselle Albertine qui se frottait toujours contre elle dans son peignoir, elle le lui avait fait enlever, et lui faisait des caresses avec sa langue, le long du cou et des bras, même sur la plante des pieds que mademoiselle Albertine lui tendait. La blanchisseuse se déshabillait aussi, et elle jouait à se pousser dans l'eau. Là, elle ne m'a rien dit de plus, mais tout dévoué à vos ordres et voulant faire n'importe quoi pour vous faire plaisir, j'ai emmené coucher avec moi la petite blanchisseuse. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle me fît ce qu'elle faisait à mademoiselle Albertine quand celle-ci ôtait son costume de bain. Et elle m'a dit, si vous aviez vu comme elle frétillait, cette demoiselle, elle me disait « Ah, tu me mets aux anges !» Et elle était si énervée qu'elle ne pouvait s'empêcher de me mordre. J'ai vu encore la trace sur le bras de la petite blanchisseuse. Et je comprends le plaisir de mademoiselle Albertine, car cette petite-là est vraiment très habile. J'avais bien souffert à Balbec quand Albertine m'avait dit son amitié pour mademoiselle Vinteuil, mais Albertine était là pour me consoler. Puis, quand pour avoir trop cherché à connaître les actions d'Albertine, j'avais réussi à la faire partir de chez moi, quand Françoise m'avait annoncé qu'elle n'était plus là et que je m'étais trouvé seul, j'avais souffert davantage. Mais du moins, l'Albertine que j'avais aimée restait dans mon cœur. Maintenant, à sa place, pour me punir d'avoir poussé plus loin une curiosité à laquelle, contrairement à ce que j'avais supposé, la mort n'avait pas mis fin, ce que je trouvais, c'était une jeune fille différente, multipliant les mensonges et les tromperies, là où l'autre m'avait si doucement rassuré en me jurant n'avoir jamais connu ces plaisirs que, dans l'ivresse de sa liberté reconquise, elle était partie goûter jusqu'à la pâmoison, jusqu'à mordre cette petite blanchisseuse qu'elle retrouvait au soleil levant sur le bord de la Loire, et à qui elle disait « Tu me mets aux anges », une Albertine différente. Non pas seulement dans le sens où nous entendons le mot différent quand il s'agit des autres. Si les autres sont différents de ce que nous avons cru, cette différence ne nous atteignant pas profondément, et le pendule de l'intuition ne pouvant projeter hors de lui qu'une oscillation égale à celle qu'il a exécutée dans le sens intérieur, ce n'est que dans les régions superficielles d'eux-mêmes que nous situons ces différences. Autrefois, quand j'apprenais qu'une femme aimait les femmes, elle ne me paraissait pas pour cela une femme autre, d'une essence particulière. Mais s'il s'agit d'une femme qu'on aime, pour se débarrasser de la douleur qu'on éprouve à l'idée que cela peut être, on cherche à savoir non seulement ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle ressentait en le faisant, quelle idée elle avait de ce qu'elle faisait. Alors, descendant de plus en plus avant par la profondeur de la douleur, on atteint au mystère, à l'essence. Je souffrais jusqu'au fond de moi-même, jusque dans mon corps, dans mon cœur, bien plus que ne m'eût fait souffrir la peur de perdre la vie, de cette curiosité à laquelle collaboraient toutes les forces de mon intelligence et de mon inconscient. Et ainsi, c'est dans les profondeurs mêmes d'Albertine que je projetais maintenant tout ce que j'apprenais d'elle. Et la douleur qu'avait ainsi fait pénétrer en moi à une telle profondeur la réalité du vice d'Albertine me rendit bien plus tard un dernier office. Comme le mal que j'avais fait à ma grand-mère, le mal que m'avait fait Albertine fut un dernier lien entre elle et moi, et qui survécut, même au souvenir. Car avec la conservation d'énergie que possède tout ce qui est physique, la souffrance n'a même pas besoin des leçons de la mémoire. Ainsi, un homme qui a oublié les belles nuits passées au clair de lune dans les bois souffre encore des rhumatismes qu'il y a pris. Ses goûts, niés par elle, et qu'elle avait. Ces goûts dont la découverte était une venue à moi, non dans un froid raisonnement, mais dans la brûlante souffrance ressentie à la lecture de ces mots « tu me mets aux anges », souffrance qui leur donnait une particularité qualitative. Ces goûts ne s'ajoutaient pas seulement à l'image d'Albertine comme s'ajoute au Bernard l'Ermite la coquille nouvelle qu'il traîne après lui, mais bien plutôt comme un sel qui entre en contact avec un autre sel, en change la couleur. Bien plus. La nature. Quand la petite blanchisseuse avait dû dire à ses petites amies « Imaginez-vous, je ne l'aurais pas cru », eh bien la demoiselle s'en est une aussi. Pour moi, ce n'était pas seulement un vice, d'abord, insoupçonné, d'elle,
qu'elles ajoutaient à la personne d'Albertine, mais la découverte qu'elle était une autre personne, une personne comme elle, parlant la même langue, ce qui, en la faisant compatriote d'autres, me la rendait encore plus étrangère, à moi, prouvait que ce que j'avais eu d'elle, ce que je portais dans mon cœur, ce n'était qu'un tout petit peu d'elle, et que le reste, qui prenait tant d'extension de ne pas être seulement cette chose si mystérieusement importante, un désir individuel, mais de lui être commune avec d'autres, elle me l'avait toujours caché, elle m'en avait tenu à l'écart, comme une femme qui me cachait qu'elle était d'un pays ennemi et espionne, et qui même eût agi plus traîtreusement encore qu'une espionne, car celle-ci ne trompe que sur sa nationalité, tandis qu'Albertine, c'était sur son humanité la plus profonde, sur ce qu'elle n'appartenait pas à l'humanité commune, mais à une race étrange qui s'y mêle, s'y cache et ne s'y fond jamais. J'avais justement vu 2 peintures d'Elstir où, dans un paysage touffu, il y a des femmes nues. Dans l'une d'elles, l'une des jeunes filles lève le pied, comme Albertine devait faire quand elle l'offrait à la blanchisseuse. De l'autre pied, elle pousse à l'eau l'autre jeune fille qui, gaiement, résiste, la cuisse levée, son pied trempant à peine dans l'eau bleue. Je me rappelais maintenant que la levée de la cuisse y faisait le même méandre de coups de cygne avec l'angle du genou que faisait la chute de la cuisse d'Albertine quand elle était à côté de moi sur le lit, et j'avais voulu souvent lui dire qu'elle me rappelait ses peintures. Mais je ne l'avais pas fait pour ne pas éveiller en elle l'image de corps nus de femme. Maintenant je la voyais à côté de la blanchisseuse et de ses amis recomposer le groupe que j'avais tant aimé quand j'étais assis au milieu des amis d'Albertine à Balbec. Et si j'avais été un amateur sensible à la seule beauté, j'aurais reconnu qu'Albertine le recomposait 1000 fois plus beau, maintenant que les éléments en étaient les statues nues de déesses, comme celles que les grands sculpteurs éparpillaient à Versailles sous les bosquets, ou donnaient dans les bassins à laver et à polir aux caresses du flot. Maintenant je la voyais à côté de la blanchisseuse, jeune fille au bord de l'eau dans leur double nudité de marbre féminin, au milieu d'une touffe de végétation et trempant dans l'eau comme des bas-reliefs nautiques. Me souvenant de ce qu'Albertine était sur mon lit, je croyais voir sa cuisse recourbée, je la voyais. C'était un col de cygne, il cherchait la bouche de l'autre jeune fille. Alors je ne voyais même plus une cuisse, mais le col hardi d'un cygne, comme celui qui, dans une étude frémissante, cherche la bouche d'une Léda qu'on voit dans toute la palpitation spécifique du plaisir féminin, parce qu'il n'y a rien qu'un cygne et qu'elle semble plus seule, de même qu'on découvre au téléphone les inflexions d'une voix qu'on ne distingue pas tant qu'elle n'est pas dissociée d'un visage où l'on objective son expression. Dans cette étude, le plaisir, au lieu d'aller vers la face qui l'inspire et qui est absente, remplacé par un signe inerte, se concentre dans celle qui le ressent. Par instant, la communication était interrompue entre mon cœur et ma mémoire. Ce qu'Albertine avait fait avec la blanchisseuse ne m'était plus signifié que par des abréviations quasi algébriques qui ne me représentaient plus rien. Mais 100 fois par heure, le courant interrompu était rétabli et mon cœur était brûlé sans pitié par un feu d'enfer, tandis que je voyais Albertine ressuscitée par ma jalousie, vraiment vivante, se raidir sous les caresses de la petite blanchisseuse à qui elle disait « Tu me mets aux anges ». Comme elle était vivante au moment où elle commettait ses fautes, c'est-à-dire au moment où moi-même je me trouvais. Il ne me suffisait pas de connaître cette faute. J'aurais voulu qu'elle sût que je la connaissais. Aussi, si dans ces moments-là je regrettais de penser que je ne la reverrais jamais, ce regret portait la marque de ma jalousie, et tout différent du regret déchirant des moments où je l'aimais, n'était que le regret de ne pas pouvoir lui dire « Tu croyais que je ne saurais jamais ce que tu as fait après m'avoir quitté ? Eh bien je sais tout. La blanchisseuse au bord de la Loire, tu lui disais « Tu me mets aux anges, j'ai vu la morsure !» Sans doute je me disais « Pourquoi me tourmenter ?» Celle qui a eu du plaisir avec la blanchisseuse n'est plus rien, donc n'était pas une personne dont les actions gardent de la valeur. Elle ne se dit pas que je sais, mais elle ne se dit pas non plus que je ne sais pas, puisqu'elle ne se dit rien. Mais ce raisonnement me persuadait moins que la vue de son plaisir qui me ramenait au moment où elle l'avait éprouvé. Ce que nous sentons existe seul pour nous, et nous le projetons dans le passé, dans l'avenir, sans nous laisser arrêter par les barrières fictives de la mort. Si mon regret
qu'elle fût morte, subissait dans ces moments-là l'influence de ma jalousie et prenait cette forme si particulière, cette influence s'étendait à mes rêves d'occultisme, d'immortalité qui n'étaient qu'un effort pour tâcher de réaliser ce que je désirais. Aussi, à ces moments-là, si j'avais pu réussir à l'évoquer en faisant tourner une table, comme autrefois Bergotte croyait que c'était possible, ou à la rencontrer dans l'autre vie comme le pensait l'abbé X, je ne l'aurais souhaité que pour lui répéter « Je sais pour la blanchisseuse, tu lui disais, tu me mets aux anges, j'ai vu la morsure. » Ce qui vint à mon secours contre cette image de la blanchisseuse, ce fut, certes, quand elle eut un peu duré, cette image elle-même, parce que nous ne connaissons vraiment que ce qui est nouveau, ce qui introduit brusquement dans notre sensibilité un changement de ton qui nous frappe, ce à quoi l'habitude n'a pas encore substitué ses pâles facsimilés. Mais ce fut surtout ce fractionnement d'Albertine en de nombreux fragments, en de nombreuses Albertines, qui était son seul mode d'existence en moi. Des moments revinrent où elle n'avait été que bonne, ou intelligente, ou sérieuse, ou même aimant plus que tout les sports. Et ce fractionnement n'était-il pas au fond juste qu'il me calmât? Car s'il n'était pas en lui-même quelque chose de réel, s'il tenait à la forme successive des heures où elle m'était apparue, forme qui restait celle de ma mémoire, comme la courbure des projections de ma lanterne magique tenait à la courbure des verres colorés, ne représentait-il pas, à sa manière, une vérité bien objective, celle-là, à savoir que chacun de nous n'est pas un, mais contient de nombreuses personnes qui n'ont pas toutes les mêmes valeurs morales. Et que si l'Albertine vicieuse avait existé, cela n'empêchait pas qu'il y en eût d'autres. Celle qui aimait à causer avec moi de Saint-Simon dans sa chambre, celle qui, le soir où je lui avais dit qu'il fallait nous séparer, avait dit si tristement « Ce piano-là, cette chambre, pensez que je ne les reverrai jamais, tout cela ». Et quand elle avait vu l'émotion que mon mensonge avait fini par me communiquer, s'était écriée avec une pitié si sincère « Oh non, tout plutôt que de vous faire de la peine. C'est entendu, je ne chercherai pas à vous revoir. » Alors, je ne fus plus seul. Je sentis disparaître cette cloison qui nous séparait. Du moment que cette Albertine bonne était revenue, j'avais retrouvé la seule personne à qui je pusse demander l'antidote des souffrances qu'Albertine me causait. Certes, je désirais toujours lui parler de l'histoire de la blanchisseuse. Mais ce n'était plus en manière de cruel triomphe et pour lui montrer méchamment ce que je savais. Comme je l'aurais fait si Albertine avait été vivante, je lui demandais tendrement si l'histoire de la blanchisseuse était vraie. Elle me jura que non, qu'Aimé n'était pas très véridique, et que, voulant paraître avoir bien gagné l'argent que je lui avais donné, il n'avait pas voulu revenir bredouille et avait fait dire ce qu'il avait voulu à la blanchisseuse. Sans doute Albertine n'avait cessé de me mentir. Pourtant, dans le flux et le reflux de ces contradictions, je sentais qu'il y avait eu une certaine progression à moi due. Qu'elle ne m'eût même pas fait au début des confidences, peut-être il est vrai involontaire dans une phrase qui échappe, je n'en eusse pas juré. Je ne me rappelais plus. Et puis elle avait de si bizarres façons d'appeler certaines choses que cela pouvait signifier cela ou non. Mais le sentiment qu'elle avait eu de ma jalousie l'avait ensuite portée à rétracter avec horreur ce qu'elle avait d'abord complaisamment avoué. D'ailleurs, Albertine n'avait même pas besoin de me dire cela. Pour être persuadé de son innocence, il me suffisait de l'embrasser. Et je le pouvais maintenant qu'était tombée la cloison qui nous séparait, pareille à celle impalpable et résistante qui, après une brouille, s'élève entre deux amoureux et contre laquelle se briseraient les baisers. Non, elle n'avait rien besoin de me dire. Quoi qu'elle eût fait, quoi qu'elle eût voulu, la pauvre petite, il y avait des sentiments en lesquels, par-dessus ce qui nous divisait, nous pouvions nous unir. Si l'histoire était vraie et si Albertine m'avait caché ses goûts, c'était pour ne pas me faire de chagrin. J'eus la douceur de l'entendre dire à cette Albertine-là. D'ailleurs, n'avais-je jamais connu une autre?
Les deux plus grandes causes d'erreur dans nos rapports avec un autre être sont avoir soi-même bon cœur ou bien cet autre être, l'aimer. On aime sur un sourire, sur un regard, sur une épaule. Cela suffit. Alors, dans les longues heures d'espérance ou de tristesse, on fabrique une personne, on compose un caractère. Et quand plus tard on fréquente la personne aimée, on ne peut pas plus, devant quelque cruelle réalité qu'on soit placé, ôter ce caractère bon, cette nature de femme nous aimant, à l'être qui a tel regard, telle épaule, que nous ne pouvons, quand elle vieillit, ôter son premier visage à une personne que nous connaissons depuis sa jeunesse. J'évoquais le beau regard bon et pitoyable de cette Albertine-là, ses grosses joues, son cou au large grain. C'était l'image d'une morte, mais comme cette morte vivait, il me fut aisé de faire immédiatement ce que j'eusse fait infailliblement si elle avait été auprès de moi de son vivant, ce que je ferais si je devais jamais la retrouver dans une autre vie. Je lui pardonnai. Les instants que j'avais vécus auprès de cette Albertine-là m'étaient si précieux que j'eusse voulu n'en avoir laissé échapper aucun. Or parfois, comme on rattrape les bribes d'une fortune dissipée, j'en retrouvais qui avaient semblé perdues. En nouant un foulard derrière mon cou au lieu de devant, je me rappelais une promenade à laquelle je n'avais jamais repensé et où, pour que l'air froid ne pût venir sur ma gorge, Albertine me l'avait arrangé de cette manière après m'avoir embrassé. Cette promenade si simple, restituée à ma mémoire par un geste si humble, me fit le plaisir de ces objets intimes ayant appartenu à une morte chérie, que nous rapporte la vieille femme de chambre et qui ont tant de prix pour nous. Mon chagrin s'en trouvait enrichi, et d'autant plus que ce foulard, je n'y avais jamais repensé. Maintenant, Albertine, lâchée de nouveau, avait repris son vol. Des hommes, des femmes la suivaient. Elle vivait en moi. Je me rendais compte que ce grand amour prolongé pour Albertine était comme l'ombre du sentiment que j'avais eu pour elle, en reproduisait les diverses parties et obéissait aux mêmes lois que la réalité sentimentale qu'il reflétait au-delà de la mort. Car je sentais bien que, si je pouvais, entre mes pensées pour Albertine, mettre quelque intervalle, d'autre part, si j'en avais mis trop, je ne l'aurais plus aimée. Elle me fut, par cette coupure, devenue indifférente, comme me l'était maintenant ma grand-mère. Trop de temps passé sans penser à elle eût rompu dans mon souvenir la continuité qui est le principe même de la vie, qui pourtant peut se ressaisir après un certain intervalle de temps. En avait-il pas été ainsi de mon amour pour Albertine quand elle vivait, lequel avait pu se renouer après un assez long intervalle dans lequel j'étais resté sans penser à elle? Or, mon souvenir devait obéir aux mêmes lois. Ne pas pouvoir supporter de plus longs intervalles, car il ne faisait, comme une aurore boréale, que refléter, après la mort d'Albertine, le sentiment que j'avais eu pour elle. Il était comme l'ombre de mon amour.